AP6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'avez jamais lu un livre avant d'avoir voix au chapitre. Vous aimez tellement les 35 heures que vous les faites en moyenne 5 fois par semaine. Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Alors, vous êtes à l'affiche de plein de pièces. La nouvelle, c'est à Hébertot, on va en parler tout à l'heure. Mais vous avez un parcours étonnant, un parcours de metteur en scène, de réalisateur, de producteur, qu'on va évoquer à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante pour vous, c'est le 25 mai 1963. Pour la première fois à 19h30, la télévision diffuse ce feuilleton. Au nom de la loi. Et ça vous dit quelque chose? Oui. Car vous êtes né pendant un épisode de Au nom de la loi. Juste avant. C'est-à-dire que ma maman avait épousé mon papa à 15 ans après un bal où ils avaient eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Et à 15 ans et 9 mois, dans le salon, elle attendait un épisode d'Au nom de la loi avec Steve McQueen parce qu'elle en était fan. Elle s'est évanouie, elle m'a accouché dans le salon. Voilà. Et c'est pour ça que vous vous prénommez Steve. C'est pour ça que je me prénomme Steve. Il faut savoir que ce feuilleton, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ça a été le grand feuilleton des années 60. Steve McQueen est venu à Paris, ça a été une véritable émeute, et sa Winchester a été vendue aux enchères à Gilbert Bécaud pour une œuvre caritative et dans les enfants. Ça, je savais pas. Voilà. Alors, vous êtes né près des Folies Bergères et vous avez passé vos jeunes années carrément en face des Folies Bergères, Steve Suissa. Oui, il y avait un café qui est toujours là, qui s'appelle le Café des Folies. Oui. Et sur la gauche de ce café, il y avait tous les commerçants qui venaient d'Afrique du Nord, dont mon grand-père, et qui étaient bouchers, épiciers, primeurs. Et c'est des gens qui travaillaient 20 heures par jour parce qu'ils venaient de Tunisie, du Maroc, d'Algérie. Et il fallait travailler beaucoup pour tenter de s'installer. Et de l'autre côté de ces Folies Bergères, il y avait ceux qui étaient venus un peu plus mauvais garçons, Oui. comme le gang des Postiches, la famille Zemmour, tout ça. Oui, tout ça ensemble. Tous ces gens-là déjeunaient ou dînaient dans ce restaurant qui s'appelle La Boule Rouge. Donc il y avait un mélange de mauvais garçons et de très bons garçons. Et au milieu de ça, il y avait Lisette Malidor aux Folies Bergères. Oui, qui avait succédé à Liliane Montevecchi, qui avait joué Folie Je t'adore. Et c'est l'époque, dans vos jeunes années, où on fête le 50 millionième spectateur des Folies Bergères, qui s'appelle Thierry Delanoë, qui vient acheter sa place. Et l'ordinateur dit, vous êtes le 50 millionième, il a eu un immense cadeau. Eh ben nous, on était en face. Voilà. Et donc, ça vous a donné envie de faire ce métier, Steve Suissa? Je me suis demandé comment je pouvais avoir 100 vies en une seule. Oui. Parce que j'admirais beaucoup les gens qui étaient très courageux comme ces honnêtes commerçants. J'étais très fasciné par ces gens qui étaient des voyous à la belle parole, avec un code d'honneur, comme tous ces grands voyous et non pas ces racailles. Et je me disais, voilà, comment je peux être un peu de tous ces gens-là en étant moi-même. Et en face de moi, j'avais les Folies Bergères, par lequel je rentrais par la porte de derrière pour regarder danser les danseuses et avoir des étoiles plein les yeux. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que je pourrais, en étant artiste, être un mec avec un code d'honneur, avec... Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, vous aviez une autre passion, c'est le cinéma. Et il y a un film qui vous avait marqué, Steve Suissa. La vie est belle, de Frank Capra. Bravo. Ça vous a marqué, hein? C'est un de mes films préférés, ça. Et ce film, il y a de la neige qu'on aperçoit. Et pour la première fois, avant, on mettait des cornflakes peints en blanc. Et là, c'est une machine qui permet d'enregistrer directement le son avec une technique, un produit chimique mélangeant le savon et l'eau, projeté par une machine. Et ça faisait de la neige à l'écran. Je savais pas. Voilà. Et c'est ce film qui est un film culte, La vie est belle. Et vous êtes dit un jour, la vie est belle, parce que votre père voulait que vous soyez boucher, ce qui est normal. Et vous avez dit un jour, non, ça marchera pas. Oui, c'est-à-dire que de temps en temps, je pense que pour être soi, il faut désobéir. Voilà. Et alors, il y avait l'école, mais l'école, c'était pas votre spécialité? Non. C'est-à-dire que vous étiez le renvoyé permanent, je crois. J'ai écumé toutes les écoles de mon arrondissement et des arrondissements à côté, donc Oui. je pense que non. Mais vous auriez pu tomber dans le piège des malfrats et des voyous. Oui, j'étais collé à ça, puisque c'est ce qu'ont fait tous mes potes d'enfance. Donc, Oui. forcément, à un moment, devenir quelqu'un quand on n'a rien et devenir quelqu'un quand on a juste la rage au ventre,
ça amène des fois à faire des choses juste pour attirer l'attention, juste pour essayer de faire jackpot. Et souvent, on fait jackpot avec sa vie, donc c'est pas terrible. Donc ça tourne mal. Forcément. Et puis alors, un jour, vous annoncez à vos parents, Steve Suissa, que vous voulez être acteur, et là, ça se passe très mal. Votre grand-père ne supporte pas. Je suis viré. Carrément. Je suis viré de la table, oui. C'est-à-dire que c'est pas un métier, et que comme j'ai été éduqué un peu dans des valeurs très, très, très précises, très nobles, très rigoureuses. C'est la discussion de mon grand-père, c'était imagine demain tu rencontres quelqu'un dans ta vie et imagine tu fais pas d'audition parce que ça se passe pas de père en fils. Comment tu fais pour protéger ta famille? Donc c'est pas un métier, tu iras le faire le dimanche. Oui, et surtout que votre grand-père était, je crois, analphabète. Oui. C'est étonnant ça. Bravo. Oui, c'est étonnant. Oui, il avait tout dans la tête. Il était très courageux. Il s'est occupé de toute sa famille et il était chevillard, donc il a co-créé ce qu'on appelle la charolaise. Il travaillait beaucoup parce je pense qu'au fond de lui, il sentait ce manque de culture et d'éducation, et donc il comblait par l'omni-courage, présence, volonté. De se dire il faut que je sois d'autant plus présent parce que je pense que j'ai des lacunes. Voilà. Vous en aviez aussi, mais ça s'est arrangé. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 23 octobre 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Steve Suissa. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Steve Suissa. Nous parlons tout à l'heure de transmission au Théâtre Hébertot, mais on parle de votre passé. 23 octobre 1990, c'est la sortie d'un film qui marque vos débuts à l'écran, Nouvelle Vague. Je crois que vous êtes un serveur de restaurant. Oui. J'ai passé un casting pour le film de Jean-Luc Godard où je sais qu'il y a Alain Delon. Et j'arrive dans le bureau de Jean-Luc Godard à l'époque parce que je sais qu'il prépare un film. Je croise son assistant qui est devenu un grand réalisateur qui s'appelle Emmanuel Finkiel. Et j'ai 5 minutes avec Godard. Et là, forcément, je lui dis que j'ai passé des centaines d'heures à regarder son film, donc il doit m'accorder 3 minutes. Oui. Ce qui n'est pas vrai, je lui dis dans les 5 minutes d'après. Et là, il m'écrit une scène avec un texte assez improbable, mais je passe un jour avec Alain Delon et ils m'inviteront tous les deux à monter les marches de Cannes pour une scène. Et ce texte, c'était « Est-il possible qu'il y ait des gens qui disent Dieu et pensent que ce soit là un être qui leur est commun ?» Voilà. C'est du Godard pur. Il faut savoir que Godard, il y a un film qui est inédit, curieusement, s'appelle Les enfants jouent à la Russie, un essai sur la Russie, une réflexion sur le cinéma. Personne n'a jamais vu ce film. C'est étonnant, on le verra un jour. Alors, dans la vraie vie, vous n'êtes pas serveur de restaurant, mais vous avez commencé au Hall de Rungis. Ça a été des nuits et des nuits à décharger des tonnes de viande, Steve Suissa. Je voulais prouver à ma famille, en ayant décidé de bifurquer vers le monde artistique, que j'étais courageux et que je serais prêt à faire face aux problèmes si ça marchait pas pour moi. Donc, j'avais trouvé un lieu où on gagnait de l'argent très durement, mais rapidement. Ça consistait à décharger 8 tonnes de viande entre 4h et 8h du matin pour remplir les frigos de toutes les boucheries parisiennes. Et en même temps, vous disiez des répliques de cinéma, car vous étiez fan de cinéma, et c'est comme ça qu'un camionneur vous dit « tu devrais faire du théâtre ». Exactement, c'est-à-dire que tous les soirs, j'étais dans le camion avec un homme qui s'appelait Félix, qui faisait 120 kilos. Et tous les soirs, je récitais des dialogues de films. Et un jour, il arrive et il me dit « Écoute, j'en ai tellement marre, je t'ai payé une inscription, ça s'appelle l'école Florent, c'est la classe libre, j'ai payé pour toi 120 francs. Tu vas passer une scène. Si tu réussis, tu vas être dans les 10 sur les 1500 qui ont cette école-là, et pendant 2 ans, tu vas être l'élite de l'école. Si tu n'as pas cette audition, tu ne dis plus un mot dans le camion. » Voilà. Voilà. Et vous avez passé cette audition avec un film dont le générique est archi connu. Le Parrain. Alors, vous passez cette audition et ça étonne Francis Huster, qui est professeur de la classe libre, François Florent, qui n'ont jamais vu quelqu'un présenter Le Parrain, Steve Suissa. J'arrive, il me demande ce que je passe, je dis une scène du Parrain 2 où Diane Keaton dit à Pacino qu'elle va avorter parce qu'elle veut pas avoir encore un fils de voyou.
Et là, François Florent me dit, vous descendez en bas, vous vous faites rembourser, vous partez. Oui. C'est une école de théâtre, pas une école de cinéma. Et là, je lui explique que je ne suis pas beaucoup allé à l'école, que j'ai pas de culture, et que la seule chose que j'ai faite, c'est passer des centaines d'heures à regarder des films, parce qu'il y a des questions que je me posais dans la vie, et j'avais l'impression que les films me répondaient. Et là, tout d'un coup, Florent veut pas que je passe, Huster lui dit, laisse-le. Et je finis par passer la scène, et ils avaient une tactique pour un peu déconcentrer les élèves, parce qu'il y en avait beaucoup, c'était de parler pendant la scène. Et moi, dans mon code d'honneur familial, pour moi, quelqu'un qui parle pendant que vous parlez, ça s'appelle un manque de respect. Donc, une fois, 2 fois, je fais un petit signe de bouche. Et 3e fois, je sors le calibre que le patron du Café des Folies m'avait prêté, mais il était chargé, et je mets 2 balles dans le sol. Donc, ça fait un bruit très gros, ça fait un trou dans le sol. Huster tombe sur la chaise, Florent va pour s'évanouir, et les portes s'ouvrent et on me met dehors. Et là, je sors et on me dit, va vite, dégage. Tu feras jamais ce métier, c'est sûr et certain. Et vous donniez la réplique à une jeune comédienne qui s'appelait Christiana Reali. Exactement. Bravo. Et 2 jours plus tard, on vous rappelle. 2 jours plus tard, j'ai un message de Francis Huster sur mon répondeur, comme quoi je suis reçu à la classe libre. Alors, comment ça se fait ? Il m'a dit plus tard que tout d'un coup, il y avait une forme de caractère comme ça et de personnalité qui les avait frappés, et que en fait, ils parlaient pour déconcentrer, ils parlaient pas par manque de respect. Donc, je pense qu'ils ont été curieux de ça. Voilà. Et alors, il faut savoir que Le Parrain, au départ, devait être réalisé par Otto Preminger, qui avait choisi Sinatra pour le rôle principal, et Sinatra n'a pas voulu faire le film. C'est pour ça que ça a avorté, le projet. C'est étonnant, mais c'est comme Incroyable. ça. Alors, donc, la classe libre, le début d'un parcours du combattant, avec le cinéma, la télé, le théâtre. Et là, vous allez lire beaucoup et rattraper votre retard, Steve Suissa. Là, je vais tomber amoureux des livres, et je vais tomber amoureux des pièces, et je vais tomber amoureux des personnages, parce que dans une forme de solitude qui est la mienne, par rapport aux gens de mon quartier, aux gens de mon milieu, à ma famille, où j'arrive pas à expliquer ce que je fais et ce que je veux faire, tout d'un coup, à travers des personnages, à travers des répliques, à travers des attitudes, j'ai l'impression que dès que j'ai un moment de doute, ces personnages-là sont mes amis. Ces personnages-là me comprennent, ces personnages-là ont la même quête que moi, c'est-à-dire de quelqu'un d'ordinaire à avoir une vie extraordinaire. La thématique des films de Capra, justement. Exactement. Et votre défaut à l'époque, Steve Suissa, c'est l'impatience. Oui. Ça va pas assez vite pour vous. Non, c'est-à-dire que j'ai encore ça, j'ai besoin que ça avance. Voilà. C'est pour ça que vous avancez. Vous prenez un risque, vous créez une maison de production, alors vous connaissez rien à ce métier-là, et puis vous allez produire des films, des pièces de théâtre. Ça aussi, c'est un risque fou, Steve Suissa. Je pense sérieusement, on n'a pas voulu de moi comme acteur, donc tout d'un coup, je suis devenu... j'ai tenté de devenir réalisateur, on n'a pas voulu de moi comme réalisateur, j'ai tenté de devenir producteur, et on n'a pas voulu de moi comme producteur, et donc j'ai tenté même de distribuer mes films dans des plus petits réseaux pour qu'ils soient vus, et de m'acharner à transmettre ce qui pour moi était important. Oui, et résultat, vous créez votre maison de production, vous réalisez votre premier film, L'Envol, et vous allez avoir une 30aine de prix dans le monde. Ça aussi, c'est une belle revanche. Ça, c'est un beau cadeau, parce que je me sers de mon histoire pour dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que on a beau être un fils de boucher, on a beau avoir tout des cartes qui sont faites pour être autrement, et que si on a envie, nous, de penser qu'on a un autre instinct, qu'on a un autre parcours, qu'on a un autre chemin, alors c'est possible, à force de volonté et de courage et de libre arbitre. Et ce film démontre ça. Et quand je fais ce film au départ, on m'impose, pour me donner l'argent des chaînes, des comédiens qui ont eu leur envol, eux, par rapport à ce film-là. Et je préfère prendre des comédiens qui n'avaient à l'époque rien fait, c'est-à-dire Isabelle Carré, Laurent Deutsch, Clément Sibony, Isabelle Nanty et plein d'autres. Et ce film, qui est fait un peu comme un coup de poing, qui se tourne en 15 jours, sans argent, qui est monté la nuit, tourné le jour, va faire un peu une 30aine de pays comme ça, parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose à l'intérieur qui touche les gens, par sa maladresse et peut-être par une forme de sincérité. Et oui, j'ai des prix dans des très très grands festivals. Et quand je reviens de là, j'ai un peu de surmenage de santé. Et M6 m'achètera le film, ce qui me permettra
de faire une prime à tous les techniciens et les acteurs qui ont participé à ce film. Vous êtes totalement un ovni dans ce monde-là, finalement, Steve Suissa. Et vous en êtes fier. En tous les cas, je suis fier de là où je viens et je suis fier des valeurs qu'on m'a inculquées, ça c'est sûr. Après, ce qui consiste à faire mon métier, c'est-à-dire de rassembler des gens et de partager un point de vue, de partager une histoire, de partager une création et de se dire que tout ça, c'est un rassemblement d'amour sur une histoire qu'on a peut-être déjà racontée, mais de montrer un point de vue différent de ça. Et il y a même un court-métrage, je crois qu'il y a eu une Palme d'Or à Cannes. Oui. Ça, personne ne l'a su. On n'a pas fait des tonnes dans les journaux, Steve Suissa. Je suis pas fort en communication et j'ai un très bon attaché de presse, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, pendant des années en tout cas, sur la masse de travail qui a été celle que j'ai fait grâce à des belles rencontres, oui, il y a eu beaucoup de courts-métrages, il y a eu beaucoup de films, il y a eu une centaine de pièces, il y a eu 2 opéras, il y a eu beaucoup de productions de courts-métrages, de longs-métrages. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, et puis il y a aussi un tournant dans votre vie, c'est un coup de fil que vous recevez, je crois, un soir à 18h46, très exactement, de Éric Emmanuel Schmitt. Oui, Éric Emmanuel Schmitt, très grand auteur, qui voit Francis Huster dans Bronx, au Bouffe Parisien, dans sa première version, et qui me dit qu'il a fait une adaptation du journal d'Anne Frank que lui a demandé la Fondation Anne Frank. Et je lis l'adaptation et elle m'émeut tellement elle est moderne, elle m'émeut tellement elle est hyper finalement dans le monde d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, on va se donner la main, on va acheter un théâtre ensemble qui est le théâtre Rive Gauche. Oui. Et on va monter ce journal d'Anne Frank que tout Paris refuse, puisqu'on aura fait 8 théâtres et que les gens pensaient que c'était pas une bonne idée. Et il y aura 400 représentations de ce journal d'Anne Frank à guichet fermé. Ouais. Et finalement, en travaillant beaucoup, parce que je crois que depuis quelques années, vous battez tous les records en travaillant 20 heures par jour. C'est vrai ? Là, je suis pas loin du compte. Non, je travaille beaucoup, ouais. Je travaille beaucoup parce que j'ai de la chance de travailler sur des projets passionnants. J'ai de la chance de travailler sur des projets qui sont très différents les uns des autres. Une émission télé sur le judaïsme, un festival de théâtre français en Israël, oui. De transmission à Fleur de Soleil, à Ich bin Charlotte, à une comédie avec Régis Laspalès, des choses très très différentes. 6 mises en scène l'an dernier. 6 mises en scène l'an dernier. Ce qui est un record. Et en vous levant à 4h du matin, en étant dans votre bureau à 5h du matin. Ça, c'est mes anciens réflexes de Rungis. Oui. Et finalement, je pense honnêtement que c'est pas du tout une souffrance. Je pense que le moment où je suis pleinement avec moi, je pense que c'est l'aube. Ouais. Parce que ça me permet d'être plus disponible après et que je trouve que c'est un moment de grâce, l'aube. Il y a un autre moment de grâce qui nous attend, c'est le 20 février 2020. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Steve Suissa. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Steve Suissa. On a parlé du passé, maintenant le présent. À partir du 20 février, dans quelques jours, transmission au Théâtre Hébertot du mardi au samedi à 21h. Transmission, je crois que ça s'appelait L'Affrontement jadis, et que c'est une nouvelle version adaptée par David Sardou et que vous mettez en scène bien sûr. L'auteur a voulu une nouvelle version, plus moderne, plus rêche, plus directe, plus sèche. J'ai trouvé que c'était carrément une autre pièce en la lisant et que les sujets qu'elle évoquait étaient on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, encore plus qu'hier. Et donc je trouvais ça très intéressant de remonter ça complètement différemment. Et donc avec un autre acteur en face de Francis Huster et que ce texte résonne d'autant plus aujourd'hui et que cette transmission qui va se passer à l'envers finalement est un sujet très très fort sur la foi, sur l'engagement, sur le reflet de l'âme et je trouve ce duel très poignant. Alors il faut savoir qu'au départ la pièce c'est un prêtre qui est un peu porté sur la bouteille, qui soit confié par son supérieur hiérarchique la responsabilité d'encadrer un jeune séminariste plein de fougue, et vraiment ils vont parler de tout et effectivement les sujets d'actualité c'est le sacerdoce des femmes, la position de l'Église face à l'homosexualité, le célibat des prêtres dont le pape François a encore parlé il y a 2 jours. Oui. C'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite, c'est-à-dire que tout d'un coup ça résonne vraiment.
Vraiment, vraiment. Il y a même des femmes qui ont peur de venir, hein, puisque j'ai une copine qui a annulé tout à l'heure pour la première, parce que tout d'un coup, je pense que ça va taper sur scène dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un match de boxe de foi. Voilà. Alors, à part que ça tape avec les mots et ça tape avec les convictions, c'est-à-dire que il y a justement un jeune prêtre qui est sur le fond des choses et un vieux prêtre qui s'est un peu embourgeoisé en flattant sa paroisse, qui est sur la forme. Le jeune prêtre, c'est Valentin de Carbonnières. Oui. Je crois qu'il a eu un Molière L'année dernière, de la révélation masculine. Vous l'avez choisi parce que ça colle bien avec Francis Huster. J'ai choisi parce que justement, ça colle pas. C'est-à-dire que ce que j'ai choisi, tout d'un coup, c'est qu'on a le beau et la bête. C'est-à-dire qu'on a un acteur totalement animal, instinctif, impulsif, et qu'on a en face un acteur très posé, très réfléchi, très acteur, très souriant. Et donc, tout d'un coup, ça devient en plus une pièce sur les a priori. Parce que on se dit, c'est impossible que ça se passe entre les deux. Voilà. Moi, je me souviens de cette pièce que j'avais vue avec Jean Piat, Oui. qui avait la foi totale, qui avait une passion pour cette pièce, Oui. qui s'était retrouvé un jour face à Francis Lalanne de la Oui. République. Ça n'aurait pas été simple tous les jours. Non, mais c'était formidable. Oui. Et je me souviens puisque je l'avais vu aussi. Et Francis Lalanne était tellement dans son personnage que quelquefois on craignait qu'il tape sur Jean Piat. J'espère que C'est ça que veut le texte. Alors, Après, voilà. Jean Piat aujourd'hui a disparu, hélas. Francis Huster est là. Et Francis Huster, c'est votre complice depuis le théâtre, depuis l'école de théâtre. C'est au-delà d'une amitié, c'est une complicité totale, Steve Suissa. C'est une sorte de fraternité. C'est Francis Huster m'a regardé il y a plus de 30 ans avec un regard et avec un intérêt, avec une forme de compréhension. Et j'oublierai pas ça. Et quand Robert De Niro m'a donné les droits de Bronx, il y avait 2-3 acteurs de cinéma qui voulaient le faire et Francis est arrivé et il m'a dit je serais capable de le faire. Je lui ai dit je pense pas, tu joues comme Gérard Philippe, tu déclames, tu regardes en haut comme si il y avait un mec qui allait descendre avec un cheval et il m'a prouvé plus d'une fois qu'il était capable en tous les cas d'être dirigé et on a fait des beaux spectacles ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des spectacles comme celui-là où je trouve que il va pile avec le rôle, il est pile dedans, c'est pile le bon casting. Et moi, j'aime les choses qui durent. Oui, alors justement, vous avez changé Huster. Moi, j'ai connu Huster à une époque où il dormait dans les coulisses du théâtre, où il avait un studio où il n'y avait qu'une télévision pour regarder le football, et il était déchaîné sur tout. Là, maintenant, il y a une fragilité qui ne se voyait pas avant. Merci de me le dire, parce que je pense que quand on est dans les choses, on ne voit pas forcément ce qui se passe. J'espère, parce qu'il le mérite, parce que c'est un acteur qui est une forme d'homme où s'il ne joue pas, il va pas bien. Oui, ça c'est clair. Sa vie, c'est le public et sa famille. Donc, il a cette générosité-là. Et c'est vrai que de sa génération, des acteurs qui se sont remis en question sur la façon dont a changé le théâtre, sur la façon dont les gens prenaient le théâtre aujourd'hui. Avant, on déclamait, et le 3/4 des gens ressortaient des salles en se disant « Je me demande comment ils font, ces gens-là, pour avoir cette mémoire. » Aujourd'hui, je pense qu'on monte sur scène pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de filtre. C'est-à-dire que le spectateur soit comme derrière une fenêtre et regarde comme ça, sans qu'il a le droit, quelqu'un dans sa plus profonde intimité. Et je pense que plus on ressent au lieu de jouer, et plus on vit les choses plutôt que les fabriquer, et plus tout d'un coup le moment devient un moment de théâtre incroyable, comme quand on chante. Et d'après mes calculs, Steve Suissa, vous avez mis en scène Francis Huster 15 fois. Oui. Bravo. C'est fou, hein, c'est vraiment une complicité. Dès qu'il y a quelque chose, vous pensez à Francis. Et réciproquement. Vous savez, oui, c'est-à-dire que j'ai pas de curiosité. C'est-à-dire que bizarrement, quand ça se passe bien avec quelqu'un, j'ai pas envie d'aller ailleurs. C'est-à-dire que dans un restaurant, quand il y a un plat que j'aime, par exemple, je peux rentrer dans le restaurant tous les midis, toute l'année, je vais pas regarder la carte. Donc, c'est un défaut ou une qualité. En tous les cas, c'est comme ça que je suis. Et vous êtes metteur en scène, mais vous pourriez mettre sur votre passeport mécanicien, car Oui. vous réglez les boulons d'une pièce. Mécanicien ou entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai souvent le sentiment que, même en regardant mes chaussures, que je suis un mec du bâtiment. C'est-à-dire que j'aime l'aube, j'aime la construction,
j'aime le fait d'avancer, j'aime le fait de penser que un spectacle comme une œuvre, on a les fondations et faut pas commencer avec la déco avant les fondations. Donc oui, j'aime l'idée de bâtir, j'aime l'idée d'entreprendre. Et puis, vous faites avec les acteurs ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous. Sûrement qu'il y a beaucoup de ça. Oui, sûrement qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai adoré faire ça. C'est-à-dire que au tout début, j'avais à me prouver beaucoup de choses. Donc, quand je dirigeais Bérénice Bejo, Isabelle Carré, Marion Cotillard, Francis, David Sardou, Michel Sardou, Clémentine Sélarié, François Berléand, Richard Boringer, j'en passe, de grands acteurs, j'avais le sentiment que de leur donner mon univers ou de leur donner ma façon de voir les choses et que tout d'un coup, c'était le Graal, ça. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'histoire et le sens que ça a qui sont pour moi des priorités. Donc c'est plus du tout le module. Ça peut être une comédie musicale, comme un opéra, comme une émission télé, comme une pièce de théâtre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de vraiment être convaincu que aujourd'hui, de voir un bon film, de lire un bon livre, d'écouter une bonne musique peut déclencher chez nous, êtres humains, quelque chose qui va nous remettre dans notre chemin ou quelque chose qui va nous donner l'audace d'y aller encore plus. Alors justement, vous avez mis en scène 2 opéras, mais surtout vous avez fait un spectacle étonnant avec Francis Huster et Claire-Marie Leguet, c'est Vladimir Horowitz. Ça aussi, c'était improbable. Ça, c'est improbable. On vient de le tourner. Ce sera un film qui va passer sur la nouvelle chaîne de Canal+, qui s'appelle Olympia, qui est une chaîne destinée aux concerts et aux captations de théâtre. Et oui, parce que quand j'ai découvert qui était Vladimir Horowitz, c'est-à-dire un des pianistes du siècle, un homme qui a perdu tous les siens, jusqu'à sa fille, dont il n'est même pas allé à l'enterrement, un dépressif, un homme qui a traversé, qui est né russe, qui est mort américain, et qui tout d'un coup a transformé toute cette douleur en force, et qui a fait de sa vie, entre guillemets, un chef-d'œuvre artistique. Forcément que ça me donne de la force. Donc si ça me donne de la force, j'ai envie que les gens connaissent son parcours ou j'ai envie de donner une nouvelle dimension à ce qu'on son destin a fait. Donc j'ai mélangé musique classique à travers Claire-Marie Leguet, biopic de théâtre à travers Francis Huster et des écrans derrière, c'est-à-dire cinéma, pour mettre les trois œuvres et les trois arts surtout sur le même plateau et en faire un spectacle qu'a eu le courage de produire Jean-Marc Dumontet. Voilà, et ça a marché, et surtout, vous avez fait aussi autre chose. Il y a une émission de télévision qui est incontournable depuis 70 ans. Le jour du Seigneur, incontournable, qui est né d'ailleurs parce qu'un prêtre qui faisait la messe à la radio s'est dit, tiens, si on faisait la même chose à la télévision, et depuis 48, en disant que c'est le pape Pie XII qui a été convaincu de la puissance de l'image. Depuis 48, il y a le jour du Seigneur et vous avez inventé autre chose qui est aussi à la télévision. Et là, votre foi y est pour beaucoup, si je suis ça. Sûrement, parce que je ne ferai pas de politique parce que je ne sais pas le faire et que je n'ai pas envie d'en faire. Et que souvent, quand on peut faire de la télé, en tous les cas à ce niveau-là, on peut être confronté à faire des choix qui peuvent être violents pour certains, agréables pour d'autres, et donc il faut garder sa ligne de mire. Et vous faites l'émission du judaïsme à la télévision le dimanche. Je fais l'émission du judaïsme qui se tourne dans un musée qui est le musée d'art du judaïsme, donc qui est ouvert pendant le Shabbat, donc qui n'est pas un musée religieux, mais pour autant c'est une émission sur le judaïsme dans lequel j'invite des gens qui sont juifs, d'autres gens qui sont non juifs, des femmes, des hommes, où tout d'un coup, à travers la musique, à travers l'architecture, à travers l'intelligence artificielle, à travers un roman, à travers une œuvre, on peut comparer et on peut montrer que la foi, elle a tous les visages, tous les angles, tous les horizons. Et l'idée de ça, si vous voulez, c'est d'ouvrir, parce que 90% des gens qui regardent ces émissions les regardent les 7, le dimanche matin, et tout d'un coup, je reçois des courriers de gens qui ne la regardaient pas, ou qui ne sont pas juifs, ou qui sont tombés dessus par hasard. Et c'est profondément bouleversant et émouvant, parce que en un an, l'audimat a pratiquement doublé. Et je suis très fier de ça, parce que ça me permet de continuer à me cultiver, d'apprendre des choses, parce que je suis obligé de maîtriser un sujet totalement avant même de pouvoir inviter quelqu'un pour en parler. Et tout d'un coup, je trouve que
c'est très intéressant. Oui. Et vous avez été plus loin, vous avez créé en Israël le premier festival de théâtre français à Tel Aviv et Jérusalem, et on en est à la 3e édition, et c'est devenu presque une institution là-bas, Steve Suissa. Oui. Je voudrais juste souligner que Jean-Marc Dumontet, avec lequel je travaille beaucoup, m'accompagne sur cet événement annuel, qui est une grande fierté, parce que pour moi, ça ressemble à un pont d'amour. Et donc, c'est faire refléter et briller la France à l'étranger. Et comme moi, j'ai la double nationalité qui est française et israélienne, et que donc mon papa est la France et ma maman est Israël, et qu'il y a 120 000 francophones en Israël, et qui sont en manque de culture, je trouve ça formidable de pouvoir tous les ans faire découvrir à des artistes cet endroit où les gens se réjouissent d'avoir des spectacles français, et que tout d'un coup, cette ville et ces villes et un festival français qui brille haut en couleur avec la fine fleur du théâtre qui viennent au moment des vacances de la Toussaint. Et pour orner le tout, j'ai monté 3 écoles de théâtre là-bas avec des centaines d'élèves qui sont des écoles de théâtre francophones. Et voilà, et c'est des ponts d'amour qui demandent beaucoup de travail, mais qui me donnent beaucoup de force parce que je les sens utiles. On comprend pourquoi vous travaillez 20 heures par jour, effectivement. Et avec la foi totale, bien sûr. Parfois, je suis comme tout le monde. Donc, parfois, elle s'égare. Parfois, elle se pose des questions. Parfois, elle se demande s'il faut pousser encore plus fort ou si tout d'un coup, j'ai pas poussé trop fort. Donc, en tout cas, d'endurer et d'avoir la foi sont mes mots-clés, oui. Voilà. Et cette foi, vous la transmettez aussi sur scène avec transmission, justement. Alors, je précise que ça commence le 20 février. C'est au Théâtre Hébertot du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30. Une nouvelle adaptation pour celles et ceux qui ont vu l'affrontement avec Francis Huster et avec Valentin Carbonnière et mise en scène par Steve Suissa. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie. Continuez comme ça. Merci beaucoup d'avoir préparé cette émission comme ça. J'ai été très surpris et agréablement surpris. Merci. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.